Bonjour à tous, bienvenue dans ce format où on essaie de tout vous expliquer sur une pathologie, un syndrome en moins de 10 minutes. Et aujourd'hui, on parle de constipation avec le docteur Jean-Jacques Reynaud. Bonjour. Bonjour. Alors, question très simple, réponse simple. La constipation, déjà, qu'est-ce que c'est? La constipation, c'est le fait d'avoir du mal d'aller aux toilettes. Ça peut être simplement un nombre insuffisant, on y va moins de 3 fois par semaine, ou simplement on y va tous les jours, mais on doit pousser très fort. Donc on peut être constipé en y allant souvent si on doit pousser très fort. Donc ça veut dire que si on va aux toilettes qu'une fois par semaine, mais qu'on est heureux, parce que ça se passe bien, qu'on n'a pas de douleur, on est tranquille? Alors une fois par semaine, c'est un peu beaucoup. Je dirais 2 fois par semaine, et si tout va bien, on est tranquille. On n'a pas besoin d'aller aux toilettes tous les jours pour être en bonne santé. Par contre, si on doit y aller tous les 2 jours et qu'à chaque fois c'est une épreuve, c'est une corvée, que ça fait mal, on met du temps, là on doit peut-être se dire que c'est la constipation. Ça, c'est de la constipation. Et la deuxième chose, c'est si on y va tous les 3 jours, mais si on n'est pas bien, douleur, ballonnement, on peut aussi considérer que c'est de la constipation. Est-ce qu'il y a une définition du caca parfait? C'est quoi un caca parfait où on se dit tout va bien, j'ai fait ce qu'il fallait au bon moment et finalement mon transit c'est difficile, ça va dépendre des personnes. En gastro, on aime bien le chiffre 3. Donc c'est moins de 3 selles par jour, plus de 3 selles par semaine. Et quand on le pèse, ça fait 300 grammes. Ah ok, ça doit faire moins de 300 grammes, on va dire. Plus de 300 grammes, c'est une diarrhée. Ok, mais bon, on pèse pas notre caca. On va pas peser notre caca, mais en médecine, de temps en temps, on est amené à le peser pour typer une diarrhée. Et là, on s'éloigne de la constipation. Est-ce que la forme, elle a une importance? Est-ce que si on a des petites billes, est-ce que si c'est ça doit avoir une forme particulière? Est-ce que la banane, c'est une forme parfaite? Non, alors il n'y a pas de forme parfaite. En somme, c'est comme quand on fait de la pâtisserie et qu'on met de la pâte dans une poire et qu'on va appuyer dessus. La forme va dépendre de la manière dont on serre le sphincter. Donc la forme peut être variable. Par contre, il y a ce qu'on appelle l'échelle de Bristol qui va donner des selles plus ou moins liquides, plus ou moins pâteuses et plus ou moins fragmentées. Ça, c'est une échelle qu'on aime bien servir en science, mais en pratique courante, on s'en sert rarement. Alors c'est vrai que c'est une échelle assez rigolote qu'on va mettre justement à l'image. Et cette échelle de Bristol, quand on la regarde, c'est vrai qu'on peut se dire où est-ce que je suis moi sur l'échelle de Bristol. Donc on a 7 types. Si on a le type 1 avec les petites billes, les petites crottes de chèvre là. C'est difficile à évacuer parce qu'on a du mal à pousser, donc c'est assez désagréable. Donc c'est pas normal, mais si avec ça on se sent bien, pourquoi pas? Ah, on peut faire un type 1 et si on a des petites crottes, c'est des petites billes, ça veut pas dire qu'on a de la constipation? Si, plutôt, puisqu'on va avoir du mal à l'évacuer, donc il va en sortir un peu moins et on aura du mal à y aller plus souvent, c'est vrai. Mais néanmoins, quelqu'un qui vient me voir en me disant j'ai des billes mais je me porte bien avec, je ne vais pas lui donner un traitement et je ne vais pas faire d'exploration à la recherche de maladies. Et ce qui est marrant, c'est que dans cette échelle, le type 7, c'est une flaque d'eau, c'est une flaque de caca. Là, on se rapproche de la diarrhée. En somme, cette échelle donne la forme des selles qui va de la constipation jusqu'à la diarrhée. Donc c'est un spectre comme le spectre lumineux qui est assez large. Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent expliquer la constipation? Tout va bien et puis pof, tout d'un coup on est constipé. Alors, il y a ce qu'on appelle la constipation aiguë et la constipation chronique. L'aiguë, finalement, c'est pas grand-chose. On a modifié notre rythme de vie, on voyage, on boit pas, on a du mal à trouver des toilettes, on va être constipé, ou le décalage horaire. Celle-là, elle n'est pas très grave, on la soigne de manière ponctuelle. La constipation chronique, elle est plus embêtante, parce qu'elle peut être le signe d'une maladie, ou simplement d'un intestin un peu paresseux. Et donc, on doit faire la part des choses entre la maladie et l'intestin paresseux. Alors, si on imagine qu'on va aux toilettes, est-ce que d'ailleurs on doit aller aux toilettes tous les jours à la même heure? Est-ce qu'on est réglé comme une horloge? Alors, on est généralement réglé puisqu'il y a des moments où l'intestin va se contracter. C'est le matin, quand on se lève, l'intestin se contracte et donc souvent on va aux toilettes le matin. Puis il y a des personnes qui vont aux toilettes après le repas. C'est pour ça qu'on considère 3 selles par jour puisqu'on a le matin, à midi et le soir. Et si jamais on se retient parce que après déjeuner, si on est sur le lieu de travail ou à l'école et qu'on a envie d'aller faire caca, forcément on se dit ah je vais pas faire caca dans un lieu public. C'est sûr. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la selle essaye de descendre, volontairement on arrête, elle remonte et donc on doit attendre qu'elle redescende un peu plus tard. Mais c'est aussi un facteur de constipation, le fait de se retenir et surtout le fait d'y aller à contre-temps, de se dire j'ai eu envie, donc je vais essayer d'y aller sans avoir envie. Mais à ce moment-là, la selle, elle n'est pas entièrement descendue et surtout on a du mal à la faire sortir. Du coup, les enfants qui ont tendance à se retenir parce qu'ils vont pas faire caca à l'école, c'est vraiment c'est vraiment problématique? Tous les enfants sont plus ou moins constipés et c'est un motif de consultation auprès du pédiatre ou du généraliste. On dit mon enfant est constipé, il y a un problème, il y a une maladie. Généralement, il n'y a pas de maladie, heureusement. Quand on est constipé de façon aiguë parce que finalement on n'a pas assez bu, on s'est retenu, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Parce que est-ce qu'il y a des signes qui doivent alarmer quand on est constipé? Une constipation aiguë ne sera jamais inquiétante. Souvent, on a la question, si je suis trop constipé, je vais mettre en occlusion et je risque de voir une complication. Non, la constipation banale, s'il n'y a pas d'autres signes, n'est pas gênante. Elle peut être gênante parce qu'elle est inconfortable, après on la traite, on finit par aller aux toilettes. La constipation ne va pas créer d'occlusion. Par contre, l'occlusion peut se présenter comme une constipation. Mais à ce moment-là, ce n'est pas simplement une absence de sel, il y a aussi l'absence de gaz, il y a des douleurs abdominales, il y a d'autres signes. Les gaz, c'est important, péter, ça fait partie
ça fait partie du bon fonctionnement de l'intestin. Et d'ailleurs, lorsqu'un chirurgien opère, il considère que le transit reprend lorsque les gaz reprennent. Avec l'expression particulièrement amusante du chirurgien, Madame, avez-vous pété? Et là, on est rassuré. Donc tant qu'on pète, finalement, il y a de la vie. Tant qu'on pète, il y a de la vie, ça veut dire que le fonctionnement se fait et que l'intestin n'est pas en occlusion. Dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir la constipation? Au niveau de l'alimentation, par exemple? Alors, il faut d'abord boire. On n'est plus constipé l'été, il faut boire suffisamment. Après, il faut manger des fruits et légumes, il faut bouger et aller aux toilettes lorsqu'on en a envie. C'est les règles que l'on donne avant de commencer un traitement laxatif. On commence par des règles hygiéno-diététiques pour éviter les médicaments. C'est si important que ça? On peut bouger pour aller aux toilettes? On a besoin d'activité physique pour aller Oui, faire caca? parce que l'activité physique va déclencher l'activité du côlon. C'est pour ça que les personnes âgées qui sont hospitalisées ou qui bougent moins sont constipées. Donc finalement, on aura intérêt à faire même cette petite marche digestive Oui, après, tout à fait. après manger. Oui, ça permet de mieux faire descendre les choses. Et même de temps en temps, les marathoniens, ils ont un transit encore plus accéléré, puisqu'à la fin du marathon, ils ont une diarrhée et des choses assez importantes. D'ailleurs, il y a une image absolument incroyable où il y a une femme qui court le marathon et qui dit à quelqu'un qui est en train de la filmer, ne me filmez pas de derrière, je me suis fait caca dessus. Oui. Donc en fait, les marathoniens, effectivement. Alors il y a un double mécanisme. Il y a le mécanisme qui veut que le fait de marcher déclenche le transit, mais surtout, il y a aussi un mécanisme d'ischémie. Il y a un manque d'oxygène au niveau de l'intestin parce que l'oxygène est dérivé vers les muscles. Et ainsi, on peut voir des vraies colites ischémiques et ça donne de la vraie diarrhée, même de la diarrhée sanglante. Au niveau de l'hydratation, est-ce qu'il y a des boissons qui peuvent favoriser justement la constipation, qu'il faut peut-être éviter? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des eaux qui peuvent peut-être nous aider? Alors, classiquement, il y a des eaux qui peuvent aider. Je ne citerai pas des noms, mais il y a des eaux qui classiquement aident. Moi, ce que je dis aux patients, c'est pas une question de qualité, mais une question de quantité. Il vaut mieux boire 2 litres de flotte du robinet plutôt que 2 verres d'eau riche en magnésium. Riche en magnésium, par exemple, pour ne pas citer. Ah, donc faut pas se focaliser sur Faut pas cette se eau. focaliser là-dessus en mettant un temps dans les biberons. Enfin, voilà. Non, c'est vraiment une question de quantité. Et quand je dis l'eau, ça peut être du thé, ça peut être du café, ça peut être toute boisson liquide. Hein, c'est pas forcément de l'eau. D'ailleurs, le café, moi j'ai l'impression qu'il c'est un peu laxatif, ouais. C'est un peu laxatif. C'est pour ça que l'association Café Club, qui est une mauvaise association, elle est un peu laxative. Ah bah le tabac est laxatif aussi. Il y a des personnes qui déclenchent la selle en prenant la cigarette du matin. Est-ce que du côté des boissons gazeuses, est-ce que l'eau gazeuse, ça change quelque chose? Est-ce que les sodas peuvent favoriser la constipation? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut plutôt éviter? Alors les sodas ne favorisent pas la constipation, c'est plutôt sucré, donc il vaut mieux les éviter. Les boissons gazeuses non plus, donc il n'y a pas de préférence pour ça. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont à recommander quand on est plutôt constipé? Qu'est-ce qu'on doit manger si on se dit, mais là vraiment c'est compliqué ces derniers jours, j'ai du mal à aller faire caca? Les fruits et légumes vont favoriser la constipation, favoriser le transit, puisque ça crée des selles plus volumineuses. Et comme elles sont plus volumineuses, elles vont transiter. Et en plus, ça peut créer des selles un peu plus molles, comme le melon ou la pastèque par exemple. Les pains complets, les choses un peu plus riches en fibres. Mieux vaut manger du pain complet que du pain blanc par exemple? Alors, le pain complet peut favoriser le transit, mais d'un autre côté, comme il contient du son, il peut ballonner un peu plus. Donc on peut perdre d'un côté ce qu'on gagne de l'un. Il y a une tendance absolument folle sur les réseaux sociaux où on parle de petits carrés de figues. En fait, c'est de la figue qu'on a concentrée dans des petits carrés qui permettent d'aller aux toilettes et les gens sur les réseaux, les jeunes qui en prennent, se vident littéralement et disent même qu'ils peuvent perdre du poids. Qu'est-ce qu'on peut dire de justement de ces apports de fibres très importantes sous forme de petits carrés? Est-ce que ça peut vraiment aider? Est-ce qu'il faut être vigilant? C'est de la fibre compactée. Donc c'est comme si on prenait de la salade d'1 kilo qu'on le compacte sous la forme d'un petit paquet. Donc finalement, ce qui est important, c'est le poids de la fibre que l'on prend, pas forcément le volume qu'il va occuper, puisqu'une fois qu'il revient dans l'intestin, il reprend son volume habituel. Donc en effet, pas une question de volume de ce que l'on prend, mais de volume une fois déployé dans l'intestin. Donc pourquoi pas ce genre de choses? Il faudrait quand même se méfier pour donner de la diarrhée que dans ces figues, il n'y ait pas autre chose, qu'il n'y ait pas d'autres laxatifs et de choses comme ça, puisqu'il y avait une grande mode pour maigrir qui était de prendre des laxatifs, des diurétiques ou de certaines hormones. Et ça, en effet, ça fait maigrir parce que ça draine beaucoup de liquide vers l'extérieur. Et on est déshydraté, on ne perd pas de la graisse. Donc il est illusoire de croire qu'on va perdre de la graisse en prenant des petles carrés de figues. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas et au contraire, à force d'avoir, est-ce qu'il y a un risque justement à l'inverse? On va dire, allez, je prends ça pour me vider le côlon. D'ailleurs, attendez, les lavements du côlon, est-ce que ça sert à quelque chose? L'hydrothérapie, pas grand-chose. Ça peut aider chez certains constipés qui ressentent un bien-être avec, mais globalement, non. C'est plutôt un loisir créatif qu'un traitement médical. Un loisir créatif. Si jamais on est constipé, est-ce que les suppositoires peuvent aider? Qu'est-ce qu'on fait? Imaginons qu'on a suivi vos conseils et que malgré tout, on a bu, on a bougé, on a bien mangé et malgré tout, on est constipé. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, en réalité, il y a deux types de constipation. Il y a la constipation de transit, où les selles ont du mal à arriver dans le rectum, et la constipation, nous, qu'on appelle terminale, où la selle est dans le rectum et du mal à sortir. Quand les selles ont du mal à arriver dans le rectum, le suppositoire est illusoire, puisque le rectum est vide. Par contre, quand les selles arrivent dans le rectum et que ça a du mal à sortir, le suppositoire peut aider. Comment on fait pour connaître la différence? Parce que comment on sait que finalement… c'est la question très simple. Vous n'allez pas aux toilettes parce que vous n'avez pas envie, ou vous avez envie, ça ne veut pas sortir. Donc la personne le sait très bien. Donc en gros, pour faire ça, on est sur les toilettes, on sent que ça pousse
pousse, ça on n'y arrive pousse, pas. mais ça ne veut pas sortir. Là, dans ces cas-là, Là, le suppôt peut aider. Par contre, on se dit, tiens, je suis pas aux toilettes depuis 3 jours, là, le suppôt ne va pas faire grand-chose. dans ces cas-là, on se tourne vers des laxatifs. Est-ce qu'à la pharmacie, il y a des choses à éviter, à recommander? Là, on demande juste au pharmacien. Alors, il faut faire très attention parce qu'à la pharmacie, on va plutôt vous vendre des laxatifs irritants sous la forme de comprimés. Les patients aiment bien les comprimés parce que ça n'a pas de goût, c'est facile à prendre. Le seul problème, ça a été en comprimé, c'est que ça contient des laxatifs irritants. Le séné, la bourdaine, qu'on connaît depuis le Moyen-Âge. Ces laxatifs sont très efficaces, mais vont stimuler l'intestin et finir par l'abîmer. Et l'intestin va devenir tout noir. En plus, on a une perte de potassium et il y a une vraie toxicomanie. C'est-à-dire que ça marche très bien et puis ça s'estompe. On prend plus, et puis ça s'estompe, on en prend encore plus, et finalement on finit par créer une constipation encore plus importante qu'au début. Donc ceux-là sont vraiment à proscrire. Tout ce qui est en comprimé, ponctuellement oui, régulièrement non. Les tisanes, c'est la même chose. Il y a des tas de tisanes qui contiennent, la tisane c'est naturel, il ne se passe rien, et ça peut contenir du séné, de la bourdaine, de la même chose qu'en comprimé. Donc il faut préférer les laxatifs qui vont créer un appel d'eau vers le côlon. Donc il y en a 2 ou 3 types. Le premier, c'est des sucres qui ne sont pas absorbés, qui vont créer un appel d'eau et créer des selles un peu plus molles. Après, il y a d'autres laxatifs qui sont émollients avec l'huile de paraffine. Et les derniers, c'est des mucilages qui vont créer une selle plus formée et il faut augmenter le volume de la selle. Ce sont des fibres. Et on peut les associer. On peut les associer. Oui. Donc il ne faut pas avoir. Alors, ces laxatifs, on les prend plutôt le matin, on évite que le soir, je suppose. Alors, ça dépend. Les laxatifs qui créent l'appel d'eau plutôt le matin parce qu'on va servir de l'exercice physique. Les fibres, par contre, il faut les répartir dans la journée, sinon ça ballonne trop, ça marche moins bien. Est-ce que cette constipation, elle peut être à l'origine de complications? Si on est très constipé, qu'on pousse très fort, on imagine que pour les hémorroïdes, Alors c'est pas terrible. oui, pour tout ce qui est proctologique, c'est pas terrible. C'est-à-dire on peut créer des hémorroïdes à force de pousser, faire sortir les veines qui servent de petits joints de robinet au niveau de l'anus. On peut créer des fissures anales qui sont des blessures de l'anus parce qu'à force de forcer, la selle qui est trop importante va déchirer l'anus. Justement, hémorroïdes, donc hémorroïdes et fissures. Hémorroïdes, c'est vrai que c'est très inquiétant, c'est très douloureux. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une crise d'hémorroïdes? Alors d'abord, c'est pas inquiétant parce que personne n'est jamais mort d'hémorroïdes. Par contre, ça peut être très douloureux. On peut ne pas pouvoir s'asseoir, avoir des saignements, etc. Donc quand on a une crise d'hémorroïdes, il faut d'abord se poser la première question, est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir traiter avec des médicaments? Et si oui, qui est-ce que je dois voir? Donc il y a un facteur qui doit apparaître, c'est la douleur nocturne. Quand ça fait mal la nuit, ça veut dire que l'hémorroïde est bouché. Il faut voir un médecin assez rapidement qui peut ouvrir l'hémorroïde avec un bistouri ou donner des anti-inflammatoires. Après, il y a l'autre poussée hémorroïdaire qui est simplement une pesanteur ou un peu de sang qui peut se traiter tout simplement avec des suppositoires. Donc on va à la pharmacie, on demande un petit traitement, Voilà. Mais il n'y a pas lieu de plus s'inquiéter. Par contre, le sang, il faut être vigilant. Alors le sang, il faut être vigilant parce que c'est un signe d'autre chose. Quand on a du sang dans les selles, il faut bien vérifier que ce ne soit pas un signe soit d'inflammation de l'intestin, la rectocolite, soit de cancer du côlon. Mais ça va dépendre aussi du terrain et de l'âge. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même méfiance à 20 ans qu'à 50 ans et en fonction des antécédents familiaux. S'il y a beaucoup de cancers dans la famille, on sera plus vigilant. Mais en tout cas, c'est vrai que le sang dans les selles doit être un signe d'alarme qui doit amener à consulter et après le médecin soit vous rassure, soit fait des examens comme une coloscopie. Vous avez parlé de fissure anale. Comment est-ce qu'on sait qu'on a une fissure? Parce qu'on voit une fissure sur un arbre, une feuille, mais comment on se rend compte qu'on a une fissure? C'est très simple. C'est ce qu'on appelle un syndrome fissuraire. C'est-à-dire ce sont des douleurs qui sont rythmées par le fait d'aller aux toilettes. On a pas mal, on va aux toilettes et quand on va aux toilettes, on tire sur la fissure et en tirant sur la fissure, ça fait très très mal pendant quelques minutes ou plusieurs heures et puis après ça passe et ça recommence après. Donc généralement quand il y a ce syndrome fissuraire de douleur rythmée par la selle, c'est qu'il y a une fissure. Et dans ces cas-là, comment est-ce qu'on la soigne cette fissure? Alors cette fissure, la première chose c'est qu'il faut traiter la constipation, avoir des selles plus molles. Après on peut traiter avec des pommades ou des suppositoires et si ça résiste au bout d'un certain temps, on peut même opérer cette fissure. Est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent favoriser de la constipation? Oui, il y a certains médicaments à visée cardiologique par exemple, mais qui sont nécessaires, comme certains médicaments antihypertenseurs. Après, il y a d'autres médicaments comme les psychotropes, tout ce qui peut servir comme antidépresseur ou anxiolytique. Ça peut constiper, en effet. Donc, et puis les médicaments contre la douleur, tout ce qui est tramadol, tout ce qui est codéine, tout ce qui est morphinique, ça constipe. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit autour de la constipation, qu'on aurait dû dire? Est-ce qu'il y a un message fort, un truc à pas faire ou à faire? À retenir. Faut pas s'inquiéter pour une constipation aiguë. À partir d'un certain temps de constipation, au-delà de 3 semaines, on doit se poser des questions et consulter. En somme, toute constipation n'est pas à médicaliser, mais si le transit change et devient un peu anormal, il ne faut pas hésiter à consulter. Merci beaucoup Jean-Jacques Reynaud. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve très vite pour un prochain numéro.